dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse. Au sommaire, la CEDEAO propose un plan de sortie de crise pour le Burkina Faso. Autour de quel axe s'articule-t-il? A-t-il des chances d'être accepté par Diendéré et ses hommes? Nous en discuterons en ouverture d'émission. Et puis le Maroc et la France en terre, la hache de guerre. Les deux pays étaient en brouille. Une visite de François Hollande à Tanger ce week-end est venue apaiser les tensions. Les deux pays ont signé différents accords en ce sens. Et puis semaine spéciale Côte d'Ivoire à quelques semaines de l'élection présidentielle. Retour sur le bilan du président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes, Malik Hacher. Malik, bienvenue. Bonsoir Amira, merci. Bonsoir à tout le monde. Et Jemal Taleb. Jemal, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira et bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La médiation de la CEDEAO conduite par le président sénégalais Macky Sall a proposé un plan de sortie de crise pour le Burkina Faso. Celui-ci sera soumis ce mardi 22 septembre au cours d'un sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale. Alors, que propose ce plan de sortie de crise? A-t-il réellement des chances d'être accepté par tous? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wandiam Valentin Compaoré. Le 17 septembre 2015, un coup d'État militaire conduit par le général Gilbert Diendéré à la tête du régiment de sécurité présidentielle renversait le gouvernement de transition. Et pour une sortie de crise, la médiation conduite par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a abouti à un projet de compromis ce dimanche 20 septembre 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce projet d'accord politique de sortie de crise prévoit entre autres la participation aux élections des candidats pro-Compaoré et l'amnistie des putschistes. Le Conseil national de transition s'abstiendra de légiférer sur des sujets autres que ceux relatifs à l'organisation des élections et à la mise en œuvre du présent accord. 8. Les personnes dont les candidatures ont été invalidées sur la base des articles 135 et 166 de la loi électorale du 7 avril 2015 seront autorisés à participer aux prochaines élections. À cet égard, les dispositions nécessaires seront prises avant le 30 septembre 2015. Ce projet qui sera soumis à un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tiendra à Abuja demain mardi 22 septembre 2015 est articulé en 12 points parmi lesquels figure l'organisation des élections législatives et présidentielles au plus tard le 22 novembre 2015. Le sort du régiment de sécurité présidentielle à l'origine du coup d'État est laissé à l'appréciation du président issu des prochaines élections. Même si je comprends que le souci, c'est d'aider au Burkina Faso à sortir de la crise, il aurait été quand même indiqué que nous puissions en discuter pour que tout le monde prenne un peu connaissance de la quintessence de toutes ces dispositions qui sont prises. Nous tenons à remercier les chefs d'État de la CEDEAO pour le soutien qu'ils ont apporté à notre pays. Bon, nous disons notre détermination à retourner le plus rapidement possible à la transition et à sa restauration, afin que le président Michel Kafando reprenne les rênes du pays. Selon un dernier bilan samedi, les violences qui ont accompagné le coup d'État ont fait au moins une dizaine de victimes et 113 blessés. Ce schéma de sortie de crise est fustigé par la société civile. Elle s'insurge contre l'amnistie et maintient sa volonté de voir la dissolution immédiate du régime de sécurité présidentielle. Jemal, peut-être revenir avec vous sur la dernière actualité selon laquelle des hommes de l'armée régulière avanceraient vers Ouagadougou pour désarmer le RSP, le régime de sécurité présidentielle. C'est en tout cas les derniers éléments, la dernière évolution qu'on vient de voir. Si tout cela se confirme, parce que j'ai vu que l'ambassade de France au Burkina Faso a demandé à ses ressortissants de ne pas sortir. Apparemment, on s'attend à des violences très fortes si le RSP ne désarme pas. Et donc, c'est la première fois que l'armée régulière rentre dans le jeu. Elle rentre dans le jeu dans un risque de confrontation très sérieux et très grave. Tout cela vient dans un climat plutôt apaisé depuis hier. Même si l'opposition, la société civile n'approuve pas tellement le plan de sortie proposé par la CEDEAO, il est, de mon point de vue, positif dans ce sens qu'il éviterait, si jamais il est adopté par tout le monde, un bain de sang. Et il éviterait en même temps une confrontation dont on n'a pas tellement besoin dans ce pays. Il prévoit certes l'impunité
pour le RSP, pour les éléments du RSP putschiste, notamment M. Diendéré. Mais il permettrait au président Kafando de reprendre donc son poste, au Premier ministre Zida de redevenir Premier ministre, et donc la marche vers l'élection présidentielle prévue dans quelques semaines se fasse, même si l'élection serait reportée dans ce cas-là. Mais voilà. Mais en tout cas, on irait vers cela. Mais tout semble converger, hélas, vers une situation plus compliquée. Nous avons vu dans le sujet tout à l'heure M. Diabré et M. Kaboré qui ne sont pas d'accord, qui d'abord déplorent d'avoir été exclus par la CEDEAO du dialogue, ou en tout cas du plan de sortie de crise. Et puis il déplore aussi l'impunité qui serait accordée au général Diendéré. En tout cas, les choses semblent aller très vite. Les dernières informations donnent le fait, semble-t-il, que l'armée régulière est en train de marcher sur Ouagadougou, des troupes qui viennent de l'intérieur, notamment de Boubou Dioulasso et d'ailleurs, qui donnent un ultimatum aux éléments des RSP de désarmer. Si cette information qui est sortie il y a quelques heures est confirmée, soit le RSP désarme, soit alors on irait vers une confrontation qui peut être préjudiciable et dangereuse pour le pays. Je pense que le Burkina n'a pas besoin de ça et qu'aller vers le plan proposé par la CEDEAO pour qu'on arrive à une élection présidentielle et qu'on ait un président légitime nouvellement élu serait plutôt une bonne chose de mon point de vue. Mais enfin, malheureusement, nous n'avons pas assez d'éléments pour commenter cette information parce qu'il faut attendre pour voir. Mais auquel cas, bravo pour la CEDEAO, très sincèrement. Le plan proposé par le président Boni et le président Macky Sall est positif. Il permet sans aucun doute de sortir de la crise actuelle, alors que ce n'était absolument pas inattendu. On a l'habitude de voir la CEDEAO, l'Union africaine, rentrer et sortir, proposer des plans sans aboutir. Là, nous avons un plan sérieux. Encore une fois, bravo au président Boni et bravo au président Macky Sall. Ils sortent avec un plan visiblement plausible, accepté par les éléments d'IRSP. Si les derniers éléments venaient donc à être confirmés et que le plan soit abandonné, ce serait dommage. La confrontation militaire, le Burkina n'a pas besoin, mais enfin, attendons de voir. Malik, oui, on peut saluer, comme l'a dit Gemal, la réactivité de la CEDEAO, mais en substance, comment appréciez-vous le plan de sortie de crise qui a été proposé, notamment sur l'amnistie des putschistes qui a été prévu? Je pense que c'est un plan de sortie honorable pour pas justement qu'il y ait cette confrontation qui risque d'avoir lieu si les deux positions campent les deux parties campent sur leur position de départ. Je pense que le problème, c'est l'avenir du régiment de la sécurité présidentielle. Qui n'est pas du tout dans le plan. Qui n'est pas dans le plan et qui n'est pas abordé. Est-ce qu'on va continuer avec un organe qui est quand même pas très partial, qui est plutôt partial, excusez-moi, qui n'a pas une belle impartialité? Qu'est-ce qu'on fait de ce régiment? Est-ce qu'on ne pourrait pas, pourquoi pas, intégrer ce régiment au sein de l'armée du Burkina? C'est un élément qui pourrait être quand même exploré pour avoir justement une sortie de crise durable. Là se pose la question et c'est une question qui est pour l'instant qui n'est pas, je dirais, abordée. Moi, je pense que la réactivité de la CEDEAO est à saluer, comme l'a dit Gemal. Pour une fois, au moins, nous avons quand même des présidents de la région et le président, en l'occurrence de la CEDEAO, Macky Sall, qui s'occupe clairement du sujet, qui s'est déplacé sur place, et l'Union africaine qui a justement exclu le Burkina Faso dès le coup d'État qui s'est déroulé ces derniers jours. Donc, au moins, une réactivité africaine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc ça fait plaisir de voir que sur ce sujet-là, sur ces sujets justement d'alternatives démocratiques, de démocratie, on a un peu évolué en Afrique. Alors je reviens sur ce point, Malik, sur l'amnistie des putschistes. Quel message on fait passer? Écoutez, on est dans une situation... Parce que, je vous recoupe, je rappelle qu'on va les amnistier et qu'en plus, on va un peu leur donner raison parce que maintenant, les partisans de Blaise Compaoré pourront candidater à l'élection présidentielle. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que ce n'est pas la meilleure des solutions pour éviter justement le bain de sang? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Moi, bien sûr, bien évidemment, il serait logique que cette amnistie n'ait pas lieu. Mais il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Quand on est face à des situations pareilles, je pense qu'il faut être pragmatique et pour justement atténuer les tensions, il faudrait peut-être aussi lâcher du lest des deux parties. Gemal ? Non, il faut que, sur le continent africain, nous soyons pragmatiques sur cette question-là.
l'élection, l'organisation de l'élection, la transparence de l'élection doit être plus importante que les participants à cette élection. C'est un faux débat au Burkina Faso sur lequel malheureusement beaucoup ont buté. L'idée de savoir est-ce que la loi électorale doit être exclusive ou pas, est-ce qu'elle doit être dans une logique d'empêcher les uns et les autres de se présenter ou pas. Moi je pense, contrairement à mon ami Jean-François Akandi-Combé, que la décision d'exclure les gens n'est pas une bonne chose. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'ils participent ou pas. La question, c'est plutôt, est-ce que la transparence est assurée? Croyez-moi, si les partisans de Blaise Compaoré, avec 27 ans au pouvoir, se présentent devant les urnes démocratiques, je ne donne pas cher de leurs résultats. Et donc, il ne faut pas avoir peur des urnes, il ne faut pas avoir peur du peuple, il ne faut pas avoir peur de l'organisation. C'est de mon point de vue la chose la plus importante, plutôt que d'empêcher les uns et les autres. Ceux qui ont décidé au Burkina de les empêcher de se présenter ont peur du verdict du peuple et ils n'ont pas raison, parce qu'en général, ils sont bien placés eux-mêmes. Et renforcement des liens de coopération entre le Maroc et la France. Le roi Mohamed VI recevait le chef d'État français François Hollande. C'était ces 19 et 20 septembre à Tanger, dans le nord du royaume. L'occasion de mettre fin à la crise diplomatique qui couvait entre les deux pays depuis déjà quelques mois. Ibrahim Ndiaye. Le Maroc et la France renforcent leur partenariat. Le roi Mohamed VI a reçu ces 19 et 20 septembre François Hollande dans la ville de Tanger, au nord du Maroc. Une visite de travail et d'amitié de 48 heures du président François Hollande qui a permis aux deux pays de sceller une nouvelle phase de leur partenariat dans le domaine économique mais également dans le domaine religieux. Ainsi, un nouveau texte prévoit la formation d'imams français au Maroc. Le fait qu'une instance sérieuse, reconnue, forme les imams va rendre un service à la communauté n'importe où dans le monde, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas membres de la communauté, qui vont voir des imams éclairés, qui cherchent à appliquer le mot religion dans son sens étymologique. Religion, c'est relier les gens entre eux et non pas les séparer. Et c'est ça l'objectif, et nous avons beaucoup d'espoir que cette décision soit une décision intelligente. La France est le premier partenaire économique du Maroc. Le royaume chérifien accueille environ 750 filiales d'entreprises françaises. Une coopération franco-marocaine qui associe les secteurs publics et privés des deux pays. La France ayant notamment soutenu des projets d'envergure au Maroc, tels que la construction d'un tramway à Casablanca. La coopération ne peut être que gagnant-gagnant. D'ailleurs, regardez, si la France, en investissant, fait gagner au Maroc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Marocains vont voir leur niveau de vie s'améliorer, vont consommer un peu mieux, donc ils vont aussi acheter des produits marocains et des produits français en plus, ils vont payer des impôts, donc l'État marocain va avoir un budget plus solide pour lancer l'infrastructure, l'éducation, la santé. Donc quand on dit gagnant-gagnant, c'est pas seulement la partie sud ou la partie nord qui est gagnante, mais on gagne ensemble. La conférence des Nations Unies pour le changement climatique ou COP21, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France, était également au cœur de la rencontre entre les deux chefs d'État. Rappelons que le Maroc accueillera la COP22 en 2016. Je vais peut-être citer les paroles de François Hollande au terme de cette visite. Les difficultés entre les deux pays sont non seulement effacées, surmontées, mais surtout dépassées. Gémal, qu'en pensez-vous? On peut le croire? Oui, on peut le croire, incontestablement. On le croit tellement qu'on a l'habitude d'appeler François Hollande l'Algérien. Et donc, quand il a été élu en 2012, tout le monde disait les relations avec le Maghreb et la Méditerranée se résument à les relations avec l'Algérie. Tant son prisme algérien était connu de tous, et son amour de ce pays l'était tout autant. Et donc là, voilà, on a découvert aujourd'hui, depuis en tout cas avant-hier, Hollande, le Marocain. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Nos relations sont passées d'excellentes à intimes ». C'est-à-dire que combien le succès de la visite est une réalité. Le Maroc est un beau pays, c'est un pays charmant, c'est un pays intéressant, c'est un grand pays du continent africain, de la Méditerranée, du monde arabe, du Maghreb. Et donc, il est normal que le président d'un pays français s'y intéresse. La chose qui me gêne, moi, le plus, n'est pas là. C'est le traitement différencié que la France fait de ses relations. Le rapport qu'ils ont avec le Maghreb et le regard que souvent les autorités françaises ont sur l'Afrique noire. Il y a quelques mois, le chef des renseignements marocains a été convoqué à Paris, ce que je trouve absolument scandaleux pour ma part, mais c'est un autre débat. Et il a été convoqué, le Maroc a réagi, à juste titre de mon point de vue, de façon violente, de façon forte. Les autorités françaises n'ont pas arrêté depuis de faire les va-et-vient jusqu'à, semble-t-il, le décorer, lui donner la Légion d'honneur, demander pardon, et aujourd'hui aller le demander. Alors que dans les mêmes logiques,
on traite les chefs d'État africains différemment. On arrête le directeur de cabinet, M. Meksan Akombesi, à Paris. On convoque le chef des renseignements du Congo. On traîne devant la justice les chefs d'État du Congo, peu importe ce qu'ils aient fait par ailleurs. Non, même pas importe. Sans doute condamnable. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est le regard que la France historique, que les autorités françaises historiques peuvent avoir sur le continent africain du sud du Sahara. Et c'est ça qui est choquant. C'est-à-dire qu'il y a un traitement différencié par rapport à une région, par rapport à une autre, alors que tout le monde sait que la France, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mitterrand, n'est rien sans le continent africain. La France n'est rien sans le Congo, sans le Gabon, sans le Cameroun, sans la Mauritanie, sans le Sénégal, sans tous les autres pays. Et donc, ce regard-là me pose personnellement un vrai problème. Je suis très content que François Hollande ait fait ce déplacement. Je suis très content des relations, comme on dit, intimes entre le Maroc et la France. J'aurais bien aimé que le même traitement, les autorités françaises portent les Africains dans la même estime, dans le même regard, dans la même considération. Les Africains qui les aiment, qui les apprécient, qui ont un amour de la France, du français, qui est absolument remarquable. Et c'est ce problème-là qui me soucie sincèrement. Alors, Gemal, la coopération sécuritaire, judiciaire a tout de même été au cœur des échanges entre le président et le roi, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui en France, en Syrie, sur le continent africain et au Maghreb. Est-ce que la France a véritablement besoin de cette coopération judiciaire avec le Royaume? Est-ce que le Royaume a besoin de cette coopération avec la France? Bien sûr, c'est dans l'intérêt des deux États. La France a besoin du Maroc, le Maroc a besoin de la France. Notamment, nous sommes dans une situation complexe et dangereuse, notamment avec le terrorisme qui concerne la région et notamment l'Afrique subsaharienne. Donc effectivement, la coopération entre les deux États est essentielle. La coopération sur la lutte contre le terrorisme, il y a aussi une coopération sur le plan économique. Il ne faut pas nier. La France a perdu sa première place de partenaire économique au profit de l'Espagne et doit rasseoir son leadership au Maroc, même si je ne m'inquiète pas trop pour cela. La capacité de la France à revenir sur le marché marocain, qui est un marché, il faut dire, dynamique. Maintenant, juste pour justement ce rééquilibrage entre les relations entre Paris et Rabat par rapport aussi à l'axe Paris-Alger, je pense que François Hollande a juste fait un rééquilibrage. Nous avons eu pendant longtemps des présidents français qui étaient, je dirais, marocophiles, si je peux emprunter ce terme. Et là, nous avons la chance, enfin je dis nous parce que ça m'implique peut-être un peu, d'avoir un président français qui est un peu algérophile et qui, justement, revoit ses relations avec Alger, ce qui n'a pas été une chose qui n'a pas été bien perçue du côté de Rabat, il faut le dire, ces dernières années, mais je pense que c'était un rééquilibrage nécessaire. Bon, François Hollande essaie quand même de marcher un peu sur des œufs, il faut le dire, il essaie d'avoir des bonnes relations avec Alger et Rabat, c'est très difficile, c'est compliqué. Gemal ? Il est juste francophile. Exactement. Il aime les intérêts de son pays et il sait qu'elle passe par Rabat comme elle passe par Alger. Je pense aussi qu'elle passe par Libreville, par Brazzaville, par Pointe-Noire. Oui. Et donc encore une fois, il faudrait que les autorités françaises, il faut que les élites françaises commencent à regarder Pointe-Noire, Brazzaville et les autres capitales africaines avec un regard différent. Et qu'en définitive, on comprenne que le traitement qu'on fait aux uns, on doit le faire aux autres. Ça ne durera pas longtemps. Alors justement, Malik, comment expliquez-vous cette différence ? Écoutez, je pense que, et pourtant, j'ai mal à raison, l'histoire africaine de la France est très présente. C'est une histoire globale. La France ne doit pas avoir des relations privilégiées avec le Maghreb. Elle doit avoir des relations privilégiées avec l'ensemble de l'Afrique. On peut comprendre la relation privilégiée avec l'Algérie, peut-être. Peut-être, on peut la comprendre, oui, effectivement. Il y a une primauté peut-être avec l'Algérie, mais avec l'ensemble des pays d'Afrique. Je pense qu'il ne faut pas avoir des relations différenciées entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Je pense que la France doit regarder en face ces relations sur le même plan, parce que c'est ses intérêts aussi. En Afrique subsaharienne, même les marchés subsahariens sont peut-être beaucoup plus porteurs pour Paris que ne les marchés nord-africains. Des fois, on est en légitimité de poser cette question. Moi, j'ai toujours en tête l'image, et Dieu sait que le président Kabila n'est pas le choix de mon cœur. Mais j'ai toujours en tête le sommet de la francophonie. Comment le président Hollande arrive, salue les chefs d'État africains les uns après les autres, et qui ignore pratiquement le président Kabila, qui est pourtant l'hôte du sommet. Et donc, je ne le dis pas parce que j'aime Kabila, et Dieu sait que mon choix en République démocratique du Congo, c'est pas du tout Kabila, mais c'est plutôt Vital Kamerhe.
Mais enfin, la question, c'est que le président Kabila est le président d'un pays, il faudrait le respecter dans ce sens-là. Et puis, pardon, c'est un pays immense de plus de 80 millions d'habitants. Et donc, nous avons l'obligation, quand on est président d'un pays, d'un président français, de comprendre quel intérêt aussi passe de là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne regarde pas les droits de l'homme. Enfin, les droits de l'homme, on peut les poser au Maroc, on peut les poser en Algérie, on peut les poser ailleurs. Mais on a fait le choix, par ailleurs, de ne pas le poser, et on a fait le choix de l'appuyer là où ça fait mal. Certains de mes amis me disent, tant mieux pour les Africains, ça leur permet de démocratiser, sans aucun doute. Sauf qu'à la manière de le faire, me pose un vrai problème. C'est l'heure de marquer une courte pause, on se retrouve très vite.